Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Collard au micro d'Audace. Amélie, c'est une jeune entrepreneuse belge qui a fondé Storich, une agence d'influence lancée juste avant la pandémie et qui s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable du secteur. Elle a commencé en accompagnant Claire Marnette, que vous connaissez sans doute sous le nom de Milky Way Blue Eyes, et son agence gère aujourd'hui plusieurs grands noms du paysage digital belge, comme Mandy Fashion World, Leslie en Cuisine, Greg's Way, Barbara Schumacher ou encore Nora Conto. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de la création et du développement de son agence, des coulisses du métier, de l'importance du bouche à oreille et de la gestion des relations entre créateurs et marques. Mais pas que. On parle aussi de ses réflexions sur l'éthique, la confidentialité, le professionnalisme du métier d'influenceur, la maternité, parce qu'elle est jeune maman, et l'équilibre entre vie pro et vie perso. C'est un échange vraiment sans filtre, donc si l'univers de l'influence vous intrigue ou si vous posez des questions sur l'entrepreneuriat dans ce secteur, sur la confiance en soi, sur la place des femmes dans cet écosystème, franchement cet épisode est fait pour vous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à noter le podcast 5 étoiles, à vous abonner, à le partager autour de vous. Bref, vous connaissez la chanson, mais c'est ça qui m'aide vraiment beaucoup. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Amélie. Bonjour Chloé. Merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview. Je suis trop contente de t'avoir. On se parle depuis quelques mois pour différents sujets. Mais comme je te l'ai dit en off, je pense que je peux te le dire maintenant en live. Ton travail est très apprécié de toutes les marques. Vous travaillez dans le monde de l'influence. Tu vas t'as ton agence en fait. T'as créé ta propre agence où tu cherches des talents. Tu vas nous décrire tout ça, tout ce parcours que t'as fait. Mais en tout cas, tous les retours que j'ai de toi sont excellents. Super gentil. C'est pour ça que je t'ai directement proposé quand on parlait pour d'autres sujets. Est-ce que ça te dit de passer à mon micro, quoi? Et parce que je suis hyper curieuse de ton parcours, de ton rythme de travail, de toutes tes casquettes. En plus de ça, t'es jeune maman d'un petit garçon de 5 mois. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis impressionnée. Tu as l'air de gérer de dingue. Tu vas tout nous dire. Avant ça, Amélie, s'il te plaît, puis-je te demander de te présenter dans les termes que tu souhaites? Volontiers. Merci pour l'introduction déjà. Donc moi c'est Amélie, j'ai 30 ans, bientôt 31. Comme tu viens de le dire, je suis maman d'un petit garçon qui a 5 mois. Et je suis un peu quelqu'un qui est très curieuse, touche à tout. Je dirais que ça, c'est ce qui me définit. Et donc, j'ai lancé mon agence d'influence il y a maintenant 5 ans. Donc en 2020, mars 2020, je pense. En mars 2020, vraiment, j'ai eu mon premier rendez-vous, le lendemain, c'était le Covid, je crois. Mais c'est ça. Il y a eu un timing vraiment exceptionnel. Je me suis dit, est-ce que c'est lié au Covid? Parce que quand j'étais à la recherche, c'était vraiment mars 2020. Il y a quand même eu un bazar en mars 2020. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? On va y venir après. Je vais peut-être sauter les étapes. Ouais. Avant ça, on laisse un peu de teasing. Est-ce que tu peux nous tracer ou nous dire les grandes lignes de ton parcours académique? Ouais, tout à fait. Donc après les humanités, j'avais pas non plus une grande idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je crois que c'était un peu cet attrait touche à tout. Je voulais pas choisir un domaine et rester cloisonnée, donc j'avais vraiment du mal à me projeter dans le futur. Et donc j'ai commencé par des études de sciences humaines et sociales qui sont des études en fait hyper larges où il y a des cours dans tous les domaines, mais ce qui m'a permis un peu de tester plein de choses et de voir ce que je préférais, en tout cas d'un point de vue cours. Et puis j'ai remarqué que j'avais plus un attrait pour les cours qui avaient un lien avec la gestion, le marketing, etc. Et donc j'ai décidé de faire une passerelle et de continuer mon master en gestion à Louvain-la-Neuve. Et donc à ce moment-là, on pouvait déjà choisir un peu des options, et j'avais des options, je crois, en business international et e-business. Donc j'avais déjà un peu tout cet attrait vers on parlait pas encore des réseaux à ce moment-là, mais plus l'e-commerce, la digitalisation, etc. C'était vraiment des sujets qui me plaisaient beaucoup.
Et en parallèle à ça, le marketing, la communication, et cetera. Je voyais que c'est ce qui me passionnait le plus, mais ce qui était chouette dans ces études, c'est qu'à côté de ça, j'avais quand même, de la finance, de la comptabilité, du droit et donc ça me permettait peut-être pas d'être spécialisée dans un domaine très précis, mais d'avoir une compréhension générale de plein De de matière, domaines de et de topics. matières Ouais. différents et ça, c'est ce que j'aimais beaucoup. Quel Donc style d'enfance t'as eu? T'as eu des parents qui entreprenaient? hem Ou qui entreprennent, pardon, je parle au passé, mais Ouais, tout à pas fait. toujours. Ma maman était médecin, donc Ouais, quand même. Oui. c'est quelqu'un Alors, d'indépendant, mais indépendant. après c'est un format, Particulier. d'indépendant un peu particulier et mon papa, non, il était en entreprise. Maintenant, il est indépendant par contre Mmh. et je viens d'une grande famille. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5, Mmh. donc ouais. Donc il y a moi, puis j'ai 3 frères et une sœur. Donc je dirais que j'ai une enfance, franchement, très heureuse. Je crois que, j'ai aussi une famille qui est très présente. Donc ça, c'est quand même, vraiment important dans le développement. Une famille qui est aussi, qui nous a toujours soutenus, c'est ce que j'allais dire. J'ai un autre frère qui est aussi indépendant, qui vient d'ouvrir son café, donc on a vraiment eu la possibilité, je crois, dans notre enfance, de tout explorer, de tout tester sans jamais aucun jugement et en toute liberté. La seule condition, c'était il fallait réussir à l'école et à partir de ce moment-là, on pouvait un peu faire, ce qu'on voulait, dans la limite du raisonnable, Mmh mais mh. donc ça, je crois que, c'était chouette parce qu'on se sentait vraiment, Épaulé, écouté, oui. épaulés et à l'aise d'aller dans la direction qu'on voulait et surtout, il y avait pas une bonne direction. Ce qui était important, c'était de travailler, de un, ça c'est quand même quelque chose, qu'ils nous ont inculqué, peu importe ce qu'on faisait, Mmh mh. de se donner les moyens de ses ambitions et de faire quelque chose qu'on aimait, en fait. Mmh mh. Et donc ça, je crois que c'est 2 valeurs qui quand en tout cas moi je me suis lancée dans la vie et que, j'ai commencé à travailler, je me suis dit: «OK, travailler ça c'est fait. Maintenant j'aime pas forcément ce que je fais et Que tu c'est sois important aligné. que ça change et la vie on vit qu'une fois et donc il faut que je fasse quelque chose que j'aime» et donc c'est un peu de cette partie-là que j'ai commencé à me dire: «Bon ben». Je saute peut-être tes questions, mais je travaille dans un domaine, financier, donc rien à voir et je me disais: «Ben, c'est sympa, je fais bien mon travail, c'est une chouette équipe, c'est une chouette boîte et cetera, mais je suis pas hyper épanouie et donc il faut que j'aille vers cet épanouissement» et donc c'est de là qu'a commencé un peu ma réflexion à me Sur quoi? Quoi faire? Sur sur quoi faire, OK. vers quel domaine aller, quel «format» aussi entre Ouais. guillemets. Parce que donc avant j'étais employée, mais pendant mes études, j'avais aussi avec, une amie déjà lancé un petit business, d'achat-revente de vêtements. Donc j'avais déjà eu une première expérience un peu entrepreneuriale. Donc c'est peut-être quelque chose que j'avais envie aussi de retrouver et donc j'étais dans toute cette réflexion-là, du coup un peu avant le covid Et tu et étais relativement jeune quoi, 24-25 ans, c'est mmh, ça? ouais, un peu plus jeune même. Tu vois? Enfin, 18 ans, ouais, c'est ça, 20 oui, c'est ça, 24 ans, plus parce ou que moins. donc tu quittes les études, enfin tu finis tes études et puis tu commences directement Ouais, dans la c'est ça, je finance? finis mes études, j'ai peut-être, 22 ans, quelque chose comme ça. J'ai travaillé, 2 ans au total dans cette entreprise, dans le domaine financier, mais 1 an où j'étais à mi-temps et j'avais déjà commencé mon autre activité, donc réellement Mmh. que une seule année, Ouais, il faut le complète, full-time. alors raconte-nous. Comment d'abord l'idée a émergé? Hem, je crois que, donc ce que je faisais, dans mon ancienne entreprise, c'est du project management. Donc en gros, c'est la gestion de projet, peu importe, le type de projet. Ça, c'est un aspect que j'aimais bien de nouveau retrouver, donc d'être responsable, d'un projet et de parler avec tout type d'intervenants différents. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais garder. Maintenant le contenu du travail en tant Oui. que tel, j'étais pas passionnée, quoi. Mmh. Enfin, c'était intéressant, mais
j'avais pas envie de me renseigner plus sur le sujet, et cetera. Et donc je voulais revenir à quelque chose qui me plaisait plus, qui était tout ce qui était digital, le marketing, et cetera. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé à une amie, donc qui est Claire Marnette, Milky Way Blue Eyes, qui elle était déjà dans l'influence, de me donner un peu les contacts des agences avec qui elle travaillait, et cetera, des agences presse, médias plutôt. Oui, relations publiques, médias, Ouais, ouais. c'est ça, parce que je me disais, bah, je vais aller, Tokyo. vers une agence, ça me permettra d'avoir, je crois que c'est une bonne école, Oui, c'est ça. d'avoir un peu D'être engagé, en ouais, fait. c'est ça. D'aller postuler, en fait, Ouais, sous c'est une ça, agence. sous une Là-bas. agence. De bah, c'est une bonne école, il y aura plein de clients, je verrai plein de choses, ça me permettra de voir un large panel, de missions, et cetera, pour après pouvoir, décider dans quoi je veux me spécialiser. Et elle, à ce moment-là, c'était je dirais que l'influence, ça faisait déjà un moment que ça existait. Après l'écosystème belge était est toujours assez petit, mais en France, ça devenait quand même vraiment beaucoup plus professionnalisé, et cetera. Et elle, à ce moment-là, elle était avec, une, agence, de représentation avec qui ça se passait, enfin, où Moyennement. elle était plus alignée avec cette agence-là, et donc elle D'accord. la quittait. Ah oui. Et quand je lui ai demandé les contacts, elle a dit: «Mais en fait, Amélie, ça te tente pas de venir, travailler pour moi?» Et je me suis dit: «À fond?» heu, Ouais, savoir que mais Claire, c'est une des plus grosses influenceuses belges. ouais, c'est ça. Enfin, elle avait déjà, vraiment, établi sa place sur le marché, et c'est vrai qu'on en discutait souvent, et cetera. Mais bon, il y avait quand même pas mal de questionnements parce que, de un, j'avais jamais travaillé dans ce domaine-là, donc il y avait quand même la question de la légitimité de: «Est-ce que je me lance là-dedans ou pas?» Et puis il y avait vraiment un gros questionnement sur, il faut savoir que c'est vraiment une de mes meilleures amies, donc est-ce que je vais vraiment, hem travailler avec, une de mes amies, comment ça va se passer, et cetera. Et donc je dirais qu'il y a eu quelques et aussi sur le format parce que donc, ça impliquait que je devais me mettre en indépendante. Donc il y a eu quelques mois de discussion, autour de ça où on a vraiment, pesé le pour, le contre parce que je crois que c'était aussi très important de, heu, pas perdre une amitié au détriment, du travail. Et donc, mars 20. 20, ouais, arrive, on se dit: «OK, on se lance», je nous vois encore, on signe, on lance, le truc, on crée les adresses mail, j'ai créé mon entreprise, et cetera. Toi, tu te mets directement en entreprise? Non, j'étais en personne Ah ouais, physique. tellement personne. Mais Exactement. tu voyais quand même l'opportunité, enfin, sans vouloir être vulgaire, mais Claire, elle brasse quand même, elle fait du très bon travail et Ouais, il y a quand même une opportunité business qui devait être ouais, intéressante. tout à fait. Bah, après, j'avais fait un peu mes calculs. Je pouvais Oui, pas, si je travaillais qu'avec Claire, oui. à ce OK, moment-là, OK, OK. je pouvais pas en vivre. OK, très bien. Ou limite, et donc j'avais fait un peu mes calculs, et c'est ce que je disais aussi, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise avec laquelle je m'entendais très bien, qui était très contente de mon travail, et donc je leur ai dit: «Moi, je vais démissionner, ça c'est acté, mais par contre, j'ai encore un mi-temps si vous le souhaitez». Donc ils ont dit: «Oui, tout de suite», OK, et bien. donc ça m'a vraiment Ouais. permis de tester un peu sans trop de stress, hem ce nouveau métier. Et franchement, je me disais: «Au pire», ce qui me stressait le plus, c'était de perdre mon amitié, OK. que ça fonctionne pas, franchement, je m'en foutais. J'étais pas heureuse dans ce que je faisais actuellement, donc je me disais: «En soi, ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Je me serais fait une expérience». Ouais. Hem, Tu auras aidé Claire parce qu'elle a besoin d'aide à ce oui, moment-là, voilà, c'est j'imagine? ça. J'aurais été vers un domaine qui me plaît. Oui. J'aurais testé de nouvelles choses. Au mieux, ça marche. Au pire, je retrouve un autre job, je trouverai toujours quelque chose. Donc j'étais pas trop stressée, mais le fait d'avoir quand même ce mi-temps, je me disais: «Beh, OK, Ouais. d'un point de vue financier, ça me permet d'être Oui, pas trop stressée parce que oui. j'avais quand même mon loyer, et cetera». Enfin, Bien il y a sûr, quand tu même mets des pas charges. tous tes œufs dans le même panier, quoi. Mais voilà, et je m'étais dit: «Je me donne 1 an pour voir un peu, comment ça évolue, si je reste dans ce format mi-temps ou si j'évolue, par la suite». Et du coup, après 1 an, heu,
je suis passée en société et je crois qu'au final, c'est ce que je disais. Donc on s'est vus le lendemain, ils annonçaient le confinement et le Covid. Mais au final, je crois que ça a été vraiment le Covid, au final, ça a été un accélérateur pour tout ce qui était le digital. Donc ça a été assez stressant au début parce que je me suis dit: «Oh punaise, je me lance, je mets toutes les démarches». Il y a quand même eu, je dirais 2-3 mois de flottement, de pause un peu, mais après c'est reparti vraiment, vraiment, de manière beaucoup plus intense qu'avant et ça s'est jamais arrêté. Donc au final, le Covid a été une opportunité et après 1 an, j'avais quand même, une bonne visibilité sur ce qui était possible. Il y avait eu pas mal d'évolutions dans le secteur, donc ça, c'était déjà très positif. Comme on le disait, Claire, c'était quand même c'est toujours un gros acteur, du milieu de l'influence belge, donc il y a quand même eu beaucoup de bouche à oreille. Elle était contente de mon travail, donc Je me souviens, elle le disait sur les réseaux. Sur ce réseau, heu, elle disait qu'elle travaillait avec toi. c'est Au tout possible, début, elle a dit, heu, c'est possible. elle l'a dit, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, après, oui, c'est possible. Elle mentionne qu'on travaille ensemble. Après moi j'aime pas trop être exposée sur La les fille de réseaux, ouais, l'ombre. à contrario, mais c'est possible. Mais donc c'était honnêtement une carte de visite, exceptionnelle. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner, donc j'ai commencé l'année, j'avais une personne, je crois que j'ai fini l'année, j'avais 4 influenceurs. 4 talents et donc 4 talents, ça, ouais, c'est ça. ils viennent à toi ou Ouais, tu les «débauches» ouais, entre c'est guillemets? ça. Ils viennent à toi? Jusqu'à présent, je touche du bois, mais c'est chouette et ça aussi c'est paramètre bloquant, mais j'ai toujours été dans une démarche où j'essaye de «rattraper le rythme» entre guillemets, où on a beaucoup de demandes entrantes, que ce soit pour, des talents, donc la représentation management ou pour la gestion de campagne parce que c'est aussi quelque chose, qu'on fait dans l'agence. Tout est venu très vite et franchement c'est génial, je crois que tout le monde rêverait que ça se passe comme ça. Mais donc pendant longtemps, j'ai été dans une position plus réactive où, je prenais ce qui arrivait et j'essayais un peu de sortir la tête de l'eau. Tu étais seule aux commandes? Ouais, j'étais seule aux commandes OK. au début. Donc après 1 an, ouais, c'est ça, il y avait 4 créateurs de contenu dans l'agence et donc là, je me suis vraiment dit: «Allez, je crois qu'il y a quelque chose à faire». Ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est que le contexte était particulier. Il y avait des agences, comme j'ai des agences médias, des agences presse et cetera. Mais en Belgique, il y avait pas d'agence de talent management, donc d'accompagnement, des créateurs de contenu et je crois que, ça avait pas été réfléchi au moment où je me suis lancée, mais ça a été aussi une grosse opportunité parce qu'en fait, comme sur d'autres marchés, il y avait aussi de la demande et donc c'est ça aussi qui a fait que quand je me suis lancée, j'avais une bonne carte de visite, le bouche à oreille a fonctionné et il y avait pas de concurrence. Donc c'est quand même des facteurs qui se sont mis ensemble et qui ont fait que j'ai pu me développer, heu, step by step, mais quand même, assez vite. Aujourd'hui, tu gères combien de talents? Aujourd'hui, on gère, L'agence. ouais, c'est ça, une dizaine, une dizaine de talents. Quand est-ce que tu as commencé à te faire aider, à Ouais. recruter? Après 1 an, je me suis mis en société OK, donc là, déjà. tu as switché, ouais, Donc c'est malin. j'ai, «professionnalisé» entre guillemets mon activité et au bout de la 2e année, je sais pas, on devait être, je sais plus exactement les chiffres, mais je devais peut-être, représenter 5-6 personnes et je sentais que ça commençait à devenir, beaucoup, d'un point de vue, purement, travail déjà, mais aussi d'un point de vue équilibre, pro privé. En fait, j'avais pas d'équilibre, hein, soyons honnêtes, y quand tu as pas de backup en fait, tu travailles tout le temps et donc à ce moment-là, j'ai regardé pour, engager, ma première employée. Donc après 2 ans, j'ai trouvé quelqu'un et puis, là, j'ai engagé une deuxième personne, hem, il y a 1 an et demi maintenant. Donc on reste, relativement Vous êtes 3. une petite équipe, une petite agence, mais c'est super et maintenant qu'on est 3, je peux avoir un équilibre, beaucoup Ouais. Tu plus as eu un bébé? posé. J'ai eu un Un bébé bébé? aussi Tu t'es et je accordé crois un que, congé mat? oui quand même. Tu vois? Je crois que c'est
aussi, j'ai fait tout s'est passé vite parce qu'en 5 ans, il y a beaucoup eu d'étapes, mais ça a quand même été fait étape par étape et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs et perdre le contrôle et parce que comme on le disait, si aujourd'hui j'ai des retours positifs sur mon travail, c'est parce que je tiens aussi à maintenir une certaine qualité et je crois que quand on va trop vite, on veut tout faire à la fois et cetera, on perd, un peu le contrôle et on sait plus où mettre les priorités. Donc tout a été fait de manière assez graduelle. J'avais aussi aucune autre, vraie expérience, entrepreneuriale. J'avais jamais créé une société, j'avais jamais engagé quelqu'un. Oui. Donc j'ai chaque fois aussi pris le temps Formé. de me former, de me faire accompagner quand j'avais besoin de conseils et cetera, pour que ce soit bien fait, que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc voilà et je crois que la question du bébé ne serait pas venue si j'avais pas trouvé cet équilibre. Parce qu'il y a 2 ans, tu m'aurais dit: «T'aimerais bien avoir un enfant?» J'aurais dit: «Non, en fait, Impossible. impossible». Alors que maintenant, là, j'ai vraiment une équipe qui est hyper chouette, c'est vraiment 2 filles, 2 personnes de confiance, franchement, j'ai une confiance, aveugle, qui font un travail super et donc avoir trouvé aussi cette équipe et cet équilibre, ça m'a permis d'envisager d'autres choses d'un point de vue privé. Bien sûr. Je crois que c'est plus dans ce sens-là que ça s'est fait que si j'avais pas mis tout ça en place, ça aurait été juste, Un cauchemar. inenvisageable Ouais. et donc oui, j'ai pu prendre un congé maternité, mais à nouveau parce que j'avais un backup. Il y a évidemment, dans une entreprise, il y a toujours l'administratif et cetera. On n'est jamais, 100 Sortir off. oui, c'est ça, 100 off, mais je crois que maintenant, j'arrive quand même à prendre des congés et d'avoir une gestion qui est minimale, en tout cas, pendant ce temps-là, qui est juste les questions urgentes ou comme on disait, le suivi administratif qui doit être fait, fatalement. Mais pour le reste, j'arrive quand même à beaucoup plus déconnecter et je trouve ça important et sain, quand on crée une entreprise, d'essayer de tendre, vers, une vie privée qui est aussi apaisée et pas toujours, être dans ce schéma de, la girl boss qui, travaille, 72 heures par jour. J'exagère, ça c'est Mmh. pas possible, mais Mmh. en tout Ouais, cas, moi, ouais. c'est un schéma qui me fait pas du tout rêver et vers lequel je veux pas tendre, quoi. Et que tu as senti à un moment donné où tu étais sur le fil, où tu as senti un peu enfin, durant ta carrière, tu as senti F quand même, cette charge mentale, ce trop-plein? Tu t'es dit à un ouais, moment donné: «C'est plus possible, c'est plus viable» ouais, ou ton partenaire? Parce que quand même, un peu des 2. Après, j'ai mon partenaire est m'a toujours soutenue, donc il me l'a pas tu fait jamais ressentir. reproché, quoi? Mais entre la 2e et la 3e année, j'avais vraiment cette impression, de plus savoir suivre ma vie. Donc ça veut dire que je vivais des événements, j'allais à des rendez-vous, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel, mais c'est comme si quand j'étais sur place, j'étais déjà dans la suite et donc j'avais l'impression de voir ma vie, vraiment défiler sans vivre pleinement aucun événement et là, je me suis dit: «Là, c'est plus possible, il faut mettre des choses en place». Après, bon, voilà, ça met du temps, trouver des équipes, ça se fait pas du jour au lendemain et cetera. Mettre des process, des limites en place, c'est un cadre qu'il faut trouver, mais ça a été vraiment la sonnette d'alarme où je me suis dit, «En fait, c'est génial, j'ai une chouette famille, j'ai plein d'amis d'un point de vue, privé, hem, j'ai une entreprise qui fonctionne, mais je profite de rien» et ça, je trouve qu'alors, s on a un peu une perte de sens et on revient aussi à ce que je disais au début, dans la vie, c'est important de faire ce qu'on aime, et d'être épanoui dans ce qu'on fait et si tu plus aucun temps et que tu es, comme on disait, plus acteur de ta vie, mais que tu subis juste tout ce qui t'arrive, alors il faut changer parce que je crois que c'est peut-être aussi une pente, qui amène petit à petit vers un Le un burn-out. un burn-out ou en tout cas une situation qui est pas très saine. Comment tu as réussi à engager? Hem, Comment tu as trouvé tes mmh collaborateurs? ouais, Enfin, tes collaboratrices pour le coup. Est-ce que c'est voulu c'est que ce soit des femmes? non, Mmh. mais là, sur les dernières, candidatures que j'ai postées pour donner une idée, j'ai peut-être reçu franchement,
j'ai reçu énormément de candidatures, peut-être 400, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y avait deux hommes. Ah oui. Donc, franchement, avec plaisir. Ouais. Enfin, ça n'a pas d'importance en fait, le sexe de la personne, mais je crois que de manière générale, je sais pas pourquoi, le milieu du marketing reste un milieu et de l'influence et de la communication reste un milieu très féminin. Mais pour revenir à la question, je crois que la partie, s'entourer, ça a été vraiment la partie la plus challengeante pour moi, hem, parce que le milieu de l'influence, c'est un milieu nouveau. Mmh. Donc ce qui est génial, parce Mmh. que c'est un milieu en constante évolution, c'est un milieu aussi qui est fort mis sur le «devant de la scène» entre guillemets, je veux dire, on en parle beaucoup dans les médias, comme c'est un milieu d'exposition, on en entend beaucoup parler et cetera et donc il y a quand même un gros fantasme de la Mmh. part de beaucoup de personnes autour de ce milieu Mmh. et donc je trouve que dans le recrutement, c'était difficile de trouver, des personnes qui comprenaient réellement les enjeux du métier. Déjà qui comprenaient que le métier tout court, ça c'était Ouais. la première chose. Je me rendais compte parfois en interview qu'il y avait des profils super, mais en fait ils saisissaient pas du tout, en quoi consistait le métier et comment ça fonctionnait. Après c'est nouveau aussi donc parfois c'est peut-être un manque, d'information. Beaucoup de personnes aussi qui étaient là, mais qui étaient plus dans une démarche, de: «Moi aussi j'aimerais être Oui, c'est influenceur» ça. ou un peu fan. Ouais. Enfin, ce que je peux Ouais. comprendre, donc mais ce qui, pour le métier, qu'on fait est problématique parce qu'il Mmh. faut quand même pouvoir avoir une certaine distance. Hem, ouais, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était que du fun, en fait. Ouais. Oui, que des gift bags et des trucs comme ça Oui, que c'est tu ça. recevras, du gifting. Ouais, c'est Ouais. ça et qui ouais, dissocient pas non plus influence et talent management et donc ça, je trouvais que c'était assez compliqué. C'était donc c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais donc Ouais. la partie gestion de campagne, je Ouais. crois que c'est assez compréhensible pour tout le monde. Donc on va accompagner, les marques, dans la mise en place de campagnes digitales, donc ça c'est classique. Le talent management, ça va être accompagner un créateur de contenu dans la gestion de sa carrière. Donc ça peut être plusieurs aspects, ça peut être, la structuration de son travail, donc comme c'est beaucoup de personnes qui sont, seules, souvent, au début en tout cas et beaucoup de personnes aussi qui sont jeunes et qui ont pas forcément eu d'autres expériences professionnelles avant. Souvent, ils ont besoin de structure, donc simplement, amener des méthodes de travail, des outils qui permettent de oui, c'est ça, de structurer leur travail, donc il y a ce côté-là. Mais aussi tout le côté, développement de leurs «affaires» entre guillemets, donc la négociation de leurs, contrats publicitaires, la prospection de contrats pour eux, donc un peu toutes ces casquettes-là. Donc il y a vraiment une casquette plutôt, pratique, administrative, je veux dire et une casquette qui est plus, vraiment, développement, des affaires et donc dans le recrutement, ça c'est pas que ça posait problème, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui a une éthique du travail très forte parce que au final, dans le talent management, ça veut dire que, dans le côté pratique, déjà, on va gérer l'agenda des gens, donc on va, de facto rentrer quand même dans leur vie privée, donc il faut, heu, savoir faire, vraiment la différence entre, privé et pro. Mais aussi on va gérer, tous leurs contrats, donc ça veut dire, tout leur chiffre d'affaires, tout ce qui a trait à leur entreprise et cetera et donc il faut quand même quelqu'un qui, comme je le disais, soit pas fan du milieu, Oui. Pas co fan de la comprenne personne. les enjeux, va savoir aussi respecter une certaine déontologie, savoir que, j'en sais rien, ce qui se dit, Oui. avec l'influenceur, c'est du travail, ça n'a pas lieu, De de sortie sortir dans en la soirée, même presse. si c'est cool en Ouais, soirée ouais. ou peu importe et donc ça, c'était vraiment le challenge que j'avais. J'avais aussi peur de faire rentrer quelqu'un parce que,
c'est aussi pour, toute cette éthique de travail que les créateurs de contenu me font confiance et donc c'était vraiment, Et très au-delà de important que ce ça, soit ouais. respecté donc Et tu les protèges, enfin, vous les protégez. Je trouve que j'entends vraiment les échos comme, bah, notre agence, c'est pas juste, elle dit nos contrats, elle est là pour nous aussi. Et ouais, c'est c'est pas là ça. pour les marques, mais elle est Ouais, là c'est aussi ça, pour c'est nous défendre. exactement. Il y a eu des abus aussi, hein, dans ce monde-là, des marques qui veulent Ouais, tout plus, à toujours fait. plus, toujours plus, à moindre coût. Et à Ouais, un moment donné, non, c'est du travail. Et ça, ouais, je pense que oui, ça, f c'est il y a une partie qui est normale aussi parce que, heu, le, comme c'est tout le monde dit que c'est un nouveau métier, mais le métier de la publicité, ça existe depuis la nuit des temps. mmh. Je crois juste qu'en effet, comme c'était un nouveau métier, ça a quand même mis du temps à se structurer. Donc, je crois qu'il y a pu en effet avoir, cette phase, floue et un peu d'incompréhension où les marques parfois comprenaient pas Ouais, totalement et cetera. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette ouais. phase-là. Donc en effet, je crois que quand parfois il peut y avoir des abus, de certaines marques, qui tentent et qui essayent parfois un Ou des peu 2 côtés, de hein. Des ou influenceurs des qui influenceurs respectent pas leur également, parole, ouais, c'est ça, qui respectent pas, ça je crois que c'est dans tout milieu, il c'est restera des ça. abus, mais il y a aussi beaucoup d'abus, au niveau des agences, de cette, non-professionnalisation Mmh. où il y a des agences qui se sont tout Mis plein les permis, poches ou qui ont volé de l'argent, oui, c'est ça, n'avaient pas toujours à cœur les intérêts non plus, de leur de talent. leur talent. Hem, Maintenant je crois que, comme on disait, c'est plus professionnalisé. Il y a plus d'acteurs aussi sur le marché et je crois que quand il y a une diversité d'acteurs, ça lisse aussi un Ouais. peu les abus parce qu'en Il y a plus fait, de monopole, il y a il y plus a plus de monopole. Donc ça je crois que, c'est ce qui a changé aussi. Je ne sais plus quelle était la question. mais non, c'était un peu ça, un petit peu, je sais plus d'où on parlait de recrutement et puis on est passé, oui, pour Oui, recruter quelqu'un, c'est un peu la ouais. démarche. Tu peux nous tracer dans les grandes lignes une semaine type avec un talent, par exemple? Quels sont Est-ce que vous faites des meetings tous les semaines? Comment Ouais. ça se passe? Globalement, on a une méthodologie qui va s'appliquer à l'ensemble, des talents et puis après nous, on travaille avec, des créateurs de contenu qui sont dans des domaines vraiment divers et variés donc on va avoir de la mode, du voyage, de la rénovation, de la cuisine, et j'en passe C'est et voulu donc ça, hein, pour vous de oui, oui, diversifier les profils? tout à fait. OK. On a vraiment en tout cas, ici, c'est chez Storage, la volonté de, hem travailler avec des créateurs de contenu qui sont clés dans leur, Dans le «mini oui. marché» entre guillemets, Ouais, dans leur c'est domaine chouette. de compétences et on veut aussi ne pas mettre, les créateurs de contenu en concurrence OK. et donc le fait de diversifier, les marchés, ça permet quand même aussi on veut pas rentrer, 50 profils qui font exactement la même chose. Donc on a quand même des profils qui ont tous leur singularité. Ça permet vraiment d'éviter cet aspect que je trouve un peu malsain de la concurrence, La rivalité, inter-agences, qu'on ouais, et veut plutôt la collaboration entre talents ouais, peut-être? c'est ça. Donner des Et oui, c'est astuces ou ça. On est plus dans cette démarche-là. Les créateurs de contenu avec qui on travaille, s'entendent vraiment bien entre eux. Il y a parfois, des enfin pas des cross-posts, mais oui, des synergies, des synergies et cetera. Donc ça, c'est vraiment chouette et c'est vraiment plaisant, en fait. Et même quand on a nos soupers annuels et cetera, mmh c'est vraiment chouette qu'il y ait une bonne ambiance et justement par cette rivalité qu'on veut à tout prix, à éviter, tout prix éviter. Mais donc on va avoir un framework qui est commun à tous OK, les talents parce qu'il faut aussi que nous, on structure notre travail. On peut pas avoir, 100. 100 de flexibilité pour tout le Oui, monde. Mais par contre, évidemment, que quelqu'un qui travaille dans la cuisine ne va pas avoir les mêmes enjeux que quelqu'un qui fait de la rénovation, par exemple. Donc il y a quand même aussi, et puis il y a des créateurs de contenu qui travaillent avec des équipes, d'autres qui travaillent seuls. Donc il y a quand même une marge, de flexibilité, sur ce framework. Mais globalement, on a au minimum, un call ou un rendez-vous par semaine, avec, chacun des créateurs de contenu avec lesquels on travaille, où on va vraiment,
revoir, tous les projets en cours, discuter des opportunités à venir, discuter aussi un peu de leurs envies, des projets, qu'ils aimeraient mettre en place parce que bon, c'est peut-être pas très clair pour des personnes qui sont pas dans le milieu, mais donc, un créateur de contenu, c'est comme, son compte, c'est comme un mini média et donc il y a des marques qui vont les contacter pour placer une page de pub publicitaire. Je sais pas comment l'expliquer, Non, plus c'est très clair. simplement que Je ça. vois super clair. Et donc nous, on va être cet intermédiaire. C'est par exemple, s'ils veulent, placer une page de pub, enfin, c'est pas une page de pub, c'est une photo ou une vidéo, ils vont nous contacter. Et donc, nous, on va s'occuper de tout ce qui Ouais, est, les premières négociations, ouais, c'est voir si ça. ça On rentre va dans déjà l'ADA. voir avec le créateur de Oui, si ça contenu rentre dans son si la marque, ouais, l'intéresse, s'il y a un fit. un match avec Ouais. sa ligne éditoriale, parce que c'est possible que la marque, je vais donner un exemple, bidon, mais quelqu'un qui fait de la cuisine, peut-être, qu'il est fan d'une marque de make-up, mais que et ça va pas non plus s'intégrer dans sa ligne éditoriale, donc peut-être que c'est mieux de décliner, même si, en réalité, il consomme cette marque et cetera. Donc on va avoir un peu toute cette réflexion, stratégique, autour, des partenariats. Et puis après, une fois que le créateur de contenu dit: «Oui, ça m'intéresse, on pourrait faire ça», alors on rentre dans les négociations, hem les négociations avec la marque, donc ça va être des négociations, budgétaires, mais ça va être aussi, heu, la structuration du partenariat. Donc, Très bien. qu'est-ce qu'on va faire comme contenu, Si c'est quel 3 con postes, un ouais, c'est carrousel ça, et un est-ce 3 concours ou posts, un reel, sur quelle oui, plateforme, oui, donc on va responsive. souvent, soit par mail, soit avec un call, essayer de comprendre quels sont les objectifs de la marque derrière la campagne OK, pour pouvoir aussi, proposer le contenu, adapté. le plus adapté. La plupart des créateurs même quasi tous les créateurs avec qui on fonctionne, ils ont quand même des lignes éditoriales qui sont très fortes. Donc c'est vrai que, généralement, donc quand une marque, nous contacte, elle va avoir déjà une idée souvent de ce qu'elle souhaiterait. Donc elles ont ce qu'on appelle un brief, donc c'est globalement un petit document PDF où elles vont dire: là, c'est l'activation fête des mères», je dis n'importe quoi, «Il faut que vous mettiez tel produit en avant, voilà nos USP, donc ce qu'on veut mettre en avant, nos» Bullet point, nos oui, objectifs, nos points focus. notre selling proposition, si tu veux, donc les points, de vente qu'on veut mettre en avant. OK. Donc on va avoir ce petit document, mais c'est vrai que, comme je disais, les créateurs avec qui on travaille, ils ont quand même des lignes éditoriales qui sont fortes. Donc nous, souvent, on va renvoyer ça vers les créateurs et lui, il va nous dire: «Non, mais en fait, moi, je vais plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça», pour que la marque pour pas juste appliquer un brief, Oui et que c'est une qui authenticité, oui, c'est que ça, que et c'est ce qu'il qu'on essaye, incarne qui le est message et que, le brief de marque, et c'est normal, il va très fort représenter l'univers de la marque, bien mais sûr. donc nous, on essaye quand même que, l'univers du créateur de contenu soit aussi, repris dedans, et donc on va discuter avec, le créateur de contenu pour voir, qu'est-ce qu'il voudrait faire à partir de ce brief, et donc généralement, ils vont nous renvoyer un petit scénario, si tu veux, Mmh. de ce qu'ils veulent faire, qu'on renvoie vers la marque, qu'on fait valider. Une fois que c'est validé, ça permet aussi d'éviter les malentendus, en fait, on n'imaginait pas ça comme Oui, ça, et cetera. oui, Ce qui est normal parce qu'en fait, même un brief, ça peut être interprété de 2 bien manières, sûr, totalement différentes en fonction de la créativité de la personne. bien sûr. Donc on fait valider, et puis le contenu part en production, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne gère pas du tout. Enfin, OK. ça, Ça, c'est c'est le créateur le créateur est entièrement, responsable. responsable. On peut, faciliter la création de contenu, ou s'ils ont besoin de support et cetera, on peut les mettre en contact avec, d'autres personnes et cetera, mais on gère pas, la Non. création de contenu en tant que telle. Une fois que le contenu est créé, il est renvoyé vers la marque et validé, donc c'est très rare qu'un contenu, sur les réseaux sociaux, en tout cas publicitaire, sorte, sans qu'il y ait une agence ou une marque qui ait revu et validé ce contenu. Il y a parfois encore des petits changements à faire, mais le fait qu'on ait envoyé les scénarios en amont, généralement, on gagne du temps, quoi, donc OK. tout le monde ils reçoivent ce qu'ils ont validé, et puis après, à partir de là, le contenu est publié, et nous, on a encore toute une phase qui est, le reporting et cetera après. Donc je Vous dirais voyez les datas, les données, tout ça, ouais, vous avez vu là-dessus et vous en ouais, tout à discutez fait. avec?
créateurs de contenu et marques? Oui, d'office avec la marque, on envoie tout le temps OK. toujours les statistiques et c'est aussi pour c'est des données hyper importantes pour une Oui, marque, bah de oui. savoir le nombre de personnes, Oui, toucher, la touchées. Est-ce qu'il y a eu conversion, la des actions? rétention, Combien de ouais. personnes ont Oui, cliqué oui, sur oui, les liens qu'on a mis et cetera? tout à C'est fait. très important. Et parfois avec les créateurs de contenu aussi, quand un contenu va hyper bien performer ou un contenu qui va parfois un peu moins bien performer, on va réfléchir et se dire: «Bon, est-ce que c'est juste, pas de bol, il a fait hyper beau Algorithme ou ouais, aujourd'hui, et personne n'était sur son téléphone, ça peut arriver?» Ou est-ce qu'on a fait un truc que l'audience a vraiment bien aimé et que peut-être on devrait reproduire, pas exactement de la même manière, mais prendre un peu, ce qui a bien marché et le remettre à la sauce dans quelque chose d'autre? Ou peut-être, ça a pas été apprécié, ça peut être différentes choses, ça peut être le format de la vidéo, ça peut être parfois, hem, certaines marques qui peuvent être mal reçues auprès de l'audience. Ça peut arriver aussi qu'un créateur de contenu aime vraiment une marque, voit vraiment un match, mais en fait son audience pas tellement et alors là, voilà, on a testé avec la marque, mais peut-être on reconduira pas spécialement le partenariat. Donc il va quand même y avoir, cette analyse aussi et de manière générale, même en dehors de collaboration, on regarde quand même, régulièrement les stats, ce qui fonctionne pas. C'est quand même important de performer malgré tout, heu, parce qu'une grosse partie, de la base salariale des influenceurs va être calculée sur cette performance, heu, ce qui est normal. Mais ce que je trouve aussi un peu dommage parce que, heu, un créateur qui travaille à l'iPhone ou un créateur qui travaille avec, une équipe de 5 personnes, un monteur, un Ouais, photographe, quelqu'un qui fait vidéaste. les retouches et cetera, ne va pas toujours avoir, les mêmes coûts et donc ça, c'est pas toujours pris en compte par les marques et je trouve ça aussi parfois un peu dommage. Donc il y a quand même Tu veux dire que les marques, elles regardent en fait le la performance. que la performance, pas Mmh, la qualité du contenu? Ou ils partent du principe que c'est lié? C'est non. quelqu'un qui est très niché dans la cuisine, Non, par je exemple. pense pas C'est parce moi, que, mais il peut être très quali, ils vont ça dépend. Il y a des marques tu vois? après qui regardent, qui cherchent aussi vraiment cette, qualité. Après, c'est pas parce qu'un contenu est filmé à l'iPhone, c'est parce que je dis on a plein de créateurs Non, de non, non, contenu qui non, travaillent à justement, l'iPhone, justement, et parfois ça qu'il est pas qualitatif, non, 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 c'est mais pas ça. Oui, oui, tout à fait. oui, C'est hyper intéressant ça parce va que être moi plus aussi la avec les sponsors, on performance que parle. la qualité. Ouais. Parce que la qualité n'est pas toujours signe d'une campagne qui fonctionne. Par exemple, Ouais, sur TikTok, tu vas ouais. avoir du contenu, heu, Très brut à la fois, oui, ouais. c'est pas qu'il est pas qualitatif parce que le contenu est peut-être qualitatif dans la manière dont il est fait, mais si on parle d'un point de vue Oui, image, oui, oui, purement image, c'est parfois pas très qualitatif et pourtant, et pourtant il c'est du marche. contenu qui va bien marcher, qui va permettre à la marque de se faire connaître Ouais. ou de vendre derrière et donc c'est vrai que ça va être souvent la performance avant la qualité même parce que, hem, ils ont aussi des un créateur de contenu, c'est à son compte, donc il y a le portfolio, Mmh. en permanence, donc ils savent Ouais. la qualité qu'ils vont avoir, Oui, ils s'en foutent de comment c'est fait. Eux, ils veulent de la vente, ils veulent de ils veulent ouais, l'attention, c'est ils ça, veulent prendre pour un la plupart, awareness, ils ouais. veulent, ouais. Et donc OK. pour revenir à la question de départ qui était la semaine type, on va du coup avoir ces calls avec, les influenceurs chaque semaine, Tu consacres pour, un jour par influenceur, distinct non, ou mix and ça match? dépend. C'est non, généralement sur la même journée, on va travailler sur, tous les profils, de l'agence parce que les campagnes, et les mails, c'est tout le temps en permanence et heu, donc il y a ce travail avec l'influenceur directement, mais il y a aussi, un gros travail qui est, de l'emailing. Ouais, Enfin, j'ai j'imagine. l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte et c'est pour ça que je disais aussi que, parfois il y a une différence entre ce que les gens projettent, sur le métier de talent manager et la réalité, c'est que c'est énormément d'emailing et énormément de contacts interpersonnels parce qu'on est tout le temps en contact, que ce soit avec les influenceurs, les marques, par téléphone, par visio, en physique, par mail. C'est beaucoup ça, je dirais, 80 du temps, c'est des échanges, par mail ou par call ou en physique avec les marques et puis après il y a, aussi quand même un peu de gestion de contrat donc
et d'administratif de manière générale, gestion de contrat, facturation, les devis, et cetera. Donc tout le framework «légal» entre guillemets qui va encadrer la collaboration. Et puis, aussi un peu de veille, de regarder, ce qui se fait, comment les réseaux sociaux évoluent. Je dirais que ça Pas de malade, franchement, c'est globalement, tout ce qu'il y a. Puis après, il y a les reporting avec les statistiques, bien entendu, mais ça prend pas, énormément de temps. Mmh. On fait aussi, toutes les donc c'est ce qu'on appelle un media kit, mais donc en gros, c'est une espèce de plaquette, de présentation des influenceurs. Donc tout ça aussi, on va les mettre à jour, de manière, régulière parce que ça bouge souvent. Donc c'est vraiment tout ce qui va entourer la création de contenu pour qu'au final, le créateur de contenu, il ait plus qu'une chose à faire, c'est vraiment se focus, sur sa création de contenu, sur la partie créative et qu'il puisse, la faire, de la manière la plus sereine possible. Il y a, oui, c'est ça, je disais, il y avait aussi tout le côté stratégique de regarder, vers quelle marque on va se positionner, sur quel secteur, est-ce qu'on se diversifie? Et tout ça, ça évolue aussi en fonction, si on prend l'exemple de certains créateurs, ça fait 10 ans qu'ils sont sur les réseaux. Peut-être qu'ils ont plus envie de faire la même chose que, il y a 10 ans. C'est normal, en 10 ans, on est quand même, Ouais. on change un peu, en tant que personne et donc c'est tout des changements aussi qu'on réfléchit parce on peut pas changer du tout du jour au lendemain. Ça doit se faire de manière progressive. Il faut emmener son audience avec ces changements, et cetera. Donc c'est un peu tout ça qu'on fait. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, pour moi, c'est passionnant. Le modèle, économique sur lequel vous êtes, tu peux en parler? Ouais, tout à fait. Donc nous, on travaille uniquement à la commission. Donc ça veut dire que, globalement, donc à la réussite, quand un contrat est, signé, nous, on touche un pourcentage, dessus, mais ça veut dire que si on signe pas de contrat, on touche Mmh. rien. Ouais. C'est quand même une pratique courante dans tout ce qui est, agent de vente, même dans les entreprises, les commerciaux, et cetera. Il y a souvent une partie, à la commission. Ça permet quand même qu'on ait les mêmes, intérêts avec le créateur de contenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à, signer le max de contrats le plus vite possible. On a plutôt intérêt à signer des contrats, qualitatifs, et Et sur du long et terme, peut-être même et sur du long terme. Ouais, c'est ambassadeur ça. ou des choses comme ça pour C'est ça. vraiment, Donc on annuel parfois? oui, Des oui, c'est contrats ça, annuels? annuel. C'est franchement, ça, c'est l'idéal et la plupart des créateurs de contenu préfèrent aussi ce format. C'est parce que c'est très rare, même dans la consommation au quotidien, qu'on utilise un produit une fois et puis plus jamais. De toute façon, dans Heu, la pub, il faut faire un peu du matraquage, tu vois? On dit souvent: «Il faut 8 fois», Aussi. Ouais, c'est donc il ça. faut 8 Après, fois avant la vente. ça peut être On 8 voit le fois pro aussi, on voit le je produit comprends 8 fois. certaines marques aussi qui c'est 8 fois, mais ça va être sur 8 profils Oui, différents. OK. Voilà, Mais il faut que ce soit ciblé c'est par les vrai que mêmes, la plupart des créateurs avec qui on travaille, ils travaillent, de manière long terme avec leurs partenaires et même sur plusieurs années généralement. Heu, alors il y a toujours parfois un peu des partenariats one shot quoi, donc ça veut dire, juste on travaille oui. une fois ensemble et puis après on retravaille plus. Ça arrive, mais je dirais que 80 des partenariats, c'est du long terme et généralement sur plusieurs années. Parce que c'est cohérent, parce que c'est aussi, je crois, agréable Oui, et pour le créateur de contenu et pour la marque et pour et pour l'audience l'audience, oui. d'avoir, quelque chose qui se construit dans le long terme, qui est authentique, heu et qui reflète vraiment les habitudes de consommation du créateur de contenu plutôt que, présenter, j'en sais rien, 14 marques de sauce tomate, différentes, sur la même année. Mmh, je Oui, ne je pense juge que pas les les per chacun fait non, comme il non. veut. Franchement, je juge pas, il y a tellement de manières de fonctionner. Mais en tout cas, nous, c'est pas nos valeurs et c'est pas vers, quoi on veut tendre. Donc oui, c'est ça et donc ce système de commission, ça permet aussi qu'on soit, même si je crois que dans notre manière de fonctionner, on est quand même, convaincus par ce que je viens de Oui, dire. faut rester bien motivé, quoi. Ça permet de rester quand même motivé et et aussi de garantir du résultat, vers le créateur de contenu. Donc ça veut dire que, cette commission
va englober bien sûr, la négociation des contrats et cetera, mais aussi tout le reste du travail, qu'on fait, autour et que j'ai mentionné en amont qui, lui, va pas être, directement, lié, à enfin qui a une valeur monétaire, mais qui va directement liée à la gestion des contrats, quoi. Oui, 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 ouais. Une sacrée valeur et je pense que les talents, enfin les créateurs de contenu, ils le savent. Parce que quand tu commences à gérer tout ça, en fait, tu crées plus. Et donc vous Ouais. facilitez vraiment le travail du créateur de Ouais, contenu, c'est quoi. ça. Je crois que ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se rendre compte de tout ce qui gravite autour de la création de contenu. Mais c'est clair que à partir du moment où ça commence un peu à se professionnaliser, ça devient difficilement, je crois, gérable par une personne. Hem, on est 3 pour une dizaine de talents. Heu, des mails, il y en a tout le temps, chaque, J'imagine. minute de la journée et en fin de journée, on n'a pas fini tous les mails. Donc si un créateur de contenu devait gérer ça tout seul, je crois que ce serait vraiment difficile. Après, il y a différentes manières de fonctionner. Il y a des gens qui se dirigent vers des agences, il y a des gens qui vont, juste, engager quelqu'un qui travaille, au quotidien avec eux, qui s'occupe exclusivement, d'eux. Il y a des gens qui vont travailler avec quelqu'un de leur famille et cetera. Ça, je crois qu'il y a plein de modes de fonctionnement et heureusement parce que ça reste quand même un travail fort humain, où on travaille avec des personnes, donc il y a autant de manières de travailler que de personnes. Mais c'est clair que c'est, ouais, quand un créateur de contenu commence à vraiment se professionnaliser, que ça devient plus sérieux, Ouais. alors ça devient difficile de gérer tout seul et je crois que c'est une erreur que parfois certains créateurs de contenu font de vouloir, continuer à tout gérer tout seul parce que, heu, ne pas répondre aux mails, Ouais, bâcler, être en retard, pour rendre ses contenus. oui. Je parle même pas de bâcler le contenu parce que ça, je crois que la plupart des créateurs de contenu ont quand même à cœur de, comme ça apparaît sur leur Oui, oui, profil oui, et oui. cetera, ils ont quand même à cœur de rendre un contenu, en tout cas pour la plupart, qualitatif, mais être en retard, ne pas être joignable, répondre aux mails et cetera, hem, ça risque de leur porter préjudice plus tard dans leur carrière parce que, les marques, elles font aussi face à une réalité où elles ont aussi des échéances, ou les marques ou les agences, médias, elles ont aussi des échéances et cetera et donc si elles sont face à quelqu'un qui n'est pas fiable, en fait, on est très, très vite blacklisté des agences. Très, très vite. Mmh. Et si une collaboration se passe pas bien ou qu'on rend pas à temps ou que c'est pas qualitatif et cetera, mais bon, ça, c'est normal aussi. En fait, Ouais. l'agence, elle va pas refaire appel à Ouais. nous ou la marque, elle va pas refaire appel à nous parce qu'elle est pas sûre Ouais. de si elle va avoir le contenu, même si le contenu performe, même si tu pas cher, Ouais. même si en fait, eux, ce qui compte, c'est qu'ils aient leur contenu en temps et en heure, enfin, comme dans n'importe quel métier, mais apparemment, parfois en influence, c'est pas toujours, acquis pour tout le monde. Et donc, je crois que c'est peut-être, ouais, peut-être une erreur de quand on voit que ça commence à prendre, ne pas hésiter en tout cas à trouver une solution qui fonctionne, donc que ce soit une agence, que ce soit prendre quelqu'un avec soi, que ce soit demander à sa sœur ou à son frère, peu importe, mais d'essayer de se professionnaliser, de répondre, allez, je dirais, au moins aux mails sur 72 heures, au minimum, hem et ouais, et Ouais, c'était une de d'être mes questions. réactif et cetera C'était une de mes questions de l'erreur que dans tu vois fréquemment chez les ouais, créateurs de je contenu. dirais, oui, ça je dirais que ça, c'est après rien n'est irréversible, Oui, 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 bien sûr, hem, bien sûr. Tu peux mais nous pardon, je te coupe. non, non, Tu vas-y. peux nous citer, qui tu dans ton panel? Tes agents, enfin tes créateurs de contenu, tes talents? Oui, je Donc Milky peux Way, on en a ouais, parlé. et c'est ça. Hermann. Donc qui elle va faire plus, du lifestyle. On travaille avec, Olivia TPS, Mmh. qui est une créatrice de contenu néerlandophone et qui, elle, va être plus, dans la mode. Mandy's Fashion World qui, idem, est une maman qui fait aussi plus, des looks, en famille et cetera. Du côté on a aussi Barbara Schumacher Mmh. qui, idem, elle va avoir plus un contenu qui est autour, plus local, je vais dire, où elle va partager beaucoup de bonnes adresses, beaucoup de choses à faire en De livres, Belgique, de livres, un c'est, contenu un peu plus «slow» ouais, entre guillemets informatif aussi, enfin et éducation, informatif, ouais. ouais, c'est ça. On a
2-3 profils qui sont dans la rénovation, le DIY. Donc on va avoir Nora Contou et son compagnon Thibaut qui eux sont vraiment sur plus ce qui est rénovation, grosses œuvres, vraiment tout ce qui est dans ce milieu-là. On a I Do It Myself qui elle est plus dans le côté DIY, petite rénovation, etc. Donc des profils très créatifs. Greg Zoué qui lui est plus dans tout ce qui est Voyage. voyage, voiture, aventure en fait, et outdoor de manière générale, je dirais. On a aussi 2 profils food, Leslie en cuisine, donc qui est chef, ancienne animatrice, TV, auteure, etc. Et Marie Gourmandise qui pareil, elle, est aussi maman et donc elle va proposer un contenu qui est plus comment proposer de la nourriture saine pour toute la famille. Je réfléchis rapidement pour être sûre d'oublier personne. On a aussi du coup le compte Maison Auriel qui est la rénovation Oui. de Claire et Lucas, du coup donc de Milk Bryce et son mari. On travaille aussi là-dessus et je pense que je n'oublie personne. Non, je pense pas. Est-ce qu'il y aurait un créateur de contenu, une créatrice de contenu dont tu rêverais de gérer le compte? Il y a plein de créateurs de contenu avec qui on aimerait travailler, je collaborer. pense. On est toujours vraiment ouvert, en tout cas, à rencontrer de nouveaux créateurs. On cherche pas de profil spécifique. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un créateur de contenu qui est sérieux dans sa manière de travailler. Donc ça veut dire qui est professionnel ou en tout cas veut se professionnaliser. Quelqu'un qui a une identité forte. Donc c'est ce que je disais, on veut que chacun ait sa singularité et puisse avoir des projets qui lui soient vraiment propres. Je dirais que ça c'est les 2 plus gros critères pour rentrer dans l'agence. Et puis après le dernier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un match sur la manière de travailler. Donc comme je le disais, on rentre vraiment très fort dans la vie des gens et donc il faut qu'il y ait quand même un match interpersonnel mais aussi sur la manière de fonctionner. Et il faut aussi, je trouve, qu'on s'apporte mutuellement quelque chose. L'idée chez Storage, c'est pas juste de se dire allez, on va faire entrer un max de créateurs. Oui. On prend la commission sur les contrats qui rentrent et voilà, on Oui. voit un peu ce qui se passe. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut vraiment que le créateur trouve ce qu'il est venu chercher, que ce soit de la structure ou le développement de son activité. On veut être certain de pouvoir lui apporter. Donc parfois, c'est vrai qu'on a des créateurs qui sont hyper chouettes, des chouettes profils, mais en fait, on se rend compte que dans la réalité, on va pas pouvoir développer leur profil comme ils le souhaitent et que dans le futur, ça risque de peut-être générer des frustrations, etc. Et donc alors on préfère se dire, on reste en contact avec plaisir sur le volet du coup campagne de marque. On travaille ensemble quand on a l'opportunité, mais peut-être on se recontacte plus tard quand ça évolue ou voilà. Super honnête. Le nom Storage, tu peux Ouais. expliquer comment tu l'as trouvé? Après un brainstorming un peu laborieux, mais donc la tagline c'est Give your stories some reach. Et donc Make sense, hein. Storage, voilà. C'est un peu le mix des 2. Je Mais trouvais que j'aime ça sonnait bien. Ouais. Je voulais un nom qui soit prononçable entre guillemets par la majorité des personnes, donc plutôt à consonance anglophone. Et donc c'est comme ça que Oui, c'est j'ai vrai parce que vous trouvé. avez les talents flamands aussi, donc Ouais, c'est ça. c'est bien. C'est ça. Et puis on travaille Enfin, quand même. même à l'international, je veux dire, Oui, c'est c'est ça, mais ça. c'est vrai que On travaille avec beaucoup de pays oui. différents, etc. Parce que c'est pas parce qu'un créateur est basé en Belgique que son audience est Oui, belge. 100%. Donc, on a des créateurs qui ont des audiences très internationales et donc là, on va travailler avec les États-Unis, j'en sais rien, le Brésil, Oui, peu importe. Donc, ouais, c'était quand même ça fait important sens que. que ça ait une résonance anglaise. C'est super. Moi, j'adore ce nom. Merci. Écoute, je crois qu'on a bien parcouru un petit peu l'agence, ce que vous avez créé, ce que vous faites au quotidien. Est-ce que tu es OK qu'on parle un peu de toi, Mmh. rapidement?
on dépasse un petit peu, mais c'est tellement passionnant. Moi, franchement, je suis hyper intriguée par le milieu Oui. et t'as vraiment pris le temps de répondre à toutes mes questions, donc merci pour ça. Avec plaisir. Alors, toi, dis-nous, Amélie, comment tu fais pour gérer ta vie pro et ta vie perso? Ça revient un peu à ce que je mentionnais plus tôt. Je crois qu'il y a différentes choses. D'abord, c'est que euh, j'ai mis, et avec l'équipe, on a mis un cadre, c'est-à-dire que même si l'influence, c'est 24 heures sur 24 dans le sens où, il peut y avoir des contrats les week-ends, il peut y avoir des événements et cetera. On essaye quand même que la majorité des échanges avec les marques et avec les créateurs de contenu soit fait pendant les horaires de bureau. C'est-à-dire que, entre 8 heures et 18 heures, c'est le moment où on est joignable avec mon équipe. Hem Et en dehors de ça, bien sûr, si on a un contrat qui doit être posté le week-end ou s'il y a un événement et cetera, on va y participer et on va accompagner le créateur de contenu. Mais ça reste anecdotique, je vais dire, ou dans le sens, si on a un contrat le week-end, en fait, on va faire en sorte que Tout soit tout prêt soit prêt la semaine et qu'il y ait plus qu'à poster, le week-end, ou s'il y a un événement, on y va, mais c'est quand même pas, tous les soirs de toute la semaine. Donc il y a vraiment ce cadre. Ça n'empêche que si un créateur de contenu me dit: «Moi, en fait», parce que ça peut arriver qu'ils aient un boulot à côté ou que sais-je, je travaille le soir, il y a pas de problème. C'est juste que lui, il va envoyer ses trucs le soir et cetera, mais nous, on Oui, répondra le lendemain. et ça, tout le monde Sauf respecte, urgence. Tout le monde le j'imagine. respecte, mais je crois aussi que c'est ce qu'on revenait, je pense, c'est ce qu'on disait au début, je crois que les gens visent quand même à avoir un équilibre de vie, privé pro plus ou moins, correct, et donc il y a pas non plus une grosse envie de la part des créateurs de contenu, de qu'on commence à leur envoyer des messages, à 2 heures du matin ou qu'on leur envoie, qu'on les harcèle le week-end. Je pense qu'eux-mêmes, Oui, ils sont pas très friands de ça, et c'est normal. Ils ont aussi leur vie, privée, oui, leur vie tout de à fait. famille et cetera, et donc ils sont assez alignés avec cette approche. Mais ça permet de quand même, limiter, de mettre un cadre qui fait que, on a un fonctionnement, qu'ils le comprennent, ils sont très contents avec, et donc on a la limite qui est là. La 2e chose qu'on a mis en place, par rapport au travail en tant que tel, qui a permis aussi de mettre un cadre, c'est qu'on veut vraiment que les influenceurs ne soient pas dans le siège passager. Je crois que dans beaucoup d'agences, l'influenceur, il est dans le siège passager et Ouais. c'est très bien. Je crois que pour certaines personnes, ça convient, mais on lui propose des contrats, OK, il regarde pas trop. Nous, on veut vraiment c'est lui le conducteur, quoi. Nous, on est là en support, mais c'est lui le conducteur. Donc ça veut dire que, heu, on veut vraiment qu'ils soient acteurs, de leur collaboration. Donc c'est eux qui vont signer tous leurs contrats. C'est eux qui sont aussi responsables, entre autres, de rendre leur contenu à temps, qui sont responsables de faire du contenu qualitatif et cetera. On les inclut, c'est eux qui ont la décision finale, par exemple, sur les collaborations. Donc nous, on peut bien sûr apporter du conseil, dire: «Ça, c'est pas ouf, on ne conseille pas», ou «Ça, ça a l'air bien», mais c'est eux qui sont décisionnaires finales. Et le fait qu'ils soient vraiment acteurs et pas, en retrait, hem, ça permet aussi d'avoir un cadre où ils sont responsables, et si, après une soirée, j'ai pas de taxi, c'est pas à nous Oui, de. tu pas leur maman. Oui, c'est ça, on n'est pas leur maman. En Ouais. fait, on est là pour en support, on peut aider pour plein de choses et on est hyper volontaire pour ça, mais on n'est pas des baby-sitters et on n'est pas, leurs parents. Ouais. Et donc je crois que c'est vraiment le fait qu'ils soient vraiment, impliqués, pas juste passagers, on fait tout pour moi et on gère tout. Ça permet aussi de mettre des limites, et ça, c'est très clair, bien que je pense pas qu'on ait eu Oui, le cas, le cas ici, mais je crois que parfois aussi c'est, dans certaines agences, tout et son contraire est permis, et ici il y a quand même une limite, de respect aussi des gens avec qui tu travailles, où, s'il y a un réel souci, bien sûr, on sera toujours disponible, mais si c'est pour, je sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais si c'est pour, commander un taxi en rentrant de soirée, oui, je crois que, oui. la personne est assez responsable pour le faire elle-même. Mais je crois que donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vraiment instauré, ce respect, commun, de l'un et de l'autre. Comme moi, je vais pas aller, les contacter à 4 heures du matin, parce qu'ils ont oublié quelque chose, Oui, c'est ça. ou peu importe, ça va dans les 2 sens. Donc ça, je dirais, c'est ce qui permet de structurer,
le travail et qu'il y ait pas d'abus aussi, parce que je trouvais aussi, c'est une chose vers moi, que moi je suis embêtée par ça, mais c'est aussi différent pour mes équipes. Il y a quand même des règles, des lois, et cetera, et pour moi c'était important que mes équipes soient bien, qu'il y ait ce respect aussi envers elles, et donc de mettre ses limites, bien que comme j'ai dit, on n'a jamais eu de soucis. Mais je crois que c'est aussi le fait qu'on soit très clair quand on commence la collaboration qui permet qu'il y ait pas. Vous êtes dans des bureaux? Ouais, on a des bureaux du côté de Saint-Gilles depuis 2 ans maintenant, donc c'est Ok. assez récent aussi. Tu fais pas des travaux, toi, tu vas sur place tous les jours? Je vais sur place 4 jours par semaine. Ok. Globalement, après, il y a toujours des rendez-vous à gauche, à droite, et cetera. Donc je dirais, je suis plutôt en réalité 3 jours par semaine au bureau. Ok. Mais et mon équipe, c'est pareil, on a les mêmes horaires. C'est 4 jours de travail par semaine au bureau, et c'est important parce que je crois qu'on a quand même besoin d'échanger sur pas mal de choses, et cetera, et donc heu, en présentiel, c'est plus facile. Et pour revenir à Oui, l'équilibre oui. pro Vie pro et travail, du coup, perso, c'est ouais. justement le fait de m'être entourée, Ouais. d'avoir une équipe. Ouais. Bah, ça a quand même tout changé, parce que bah, quand je prends des congés, je peux quand même déléguer une Ouais. partie. Hem, on a un système où, par exemple, mon équipe va m'envoyer 1 fois par semaine toutes leurs questions urgentes. J'y réponds 1 fois, et le reste de la semaine, à part pour l'administratif, comme on disait, en soi, j'ai pas à m'en Oui. soucier, sauf urgence extrême. Je dis toujours sauf urgence extrême, mais parfois je trouve qu'il faudrait se rappeler qu'on travaille dans la Oui, publicité, oui, oui. qu'il y a pas d'urgence extrême. Enfin, si ça c'est bien sûr, si on a un contrat, il faut quand même respecter les termes, et cetera, poster à temps, et cetera. Mais à part ça, Heu, il y a rarement d'urgence extrême. Si on loupe une campagne, c'est pas la enfin, je veux dire, si on loupe un contrat Oui, oui, publicitaire, oui. c'est pas non plus la fin du monde. Donc en fait, il y a très peu d'urgence, et donc cette structure qui est, entre guillemets, «innée» à l'entreprise et à notre manière de travailler, plus le fait d'être entouré, je crois que c'est ça qui a vraiment permis d'avoir un équilibre pro-privé. Et aussi, mon mari, il est dans le milieu des assurances, il a pas Instagram. Franchement, Alléluia. il comprend quand même ce que je fais, mais il Oui. n'a pas un très gros intérêt pour le milieu, et donc ça fait aussi que, Ils ben, relativisent ou quoi? oui, il relativise, mais aussi, on a si je peux échanger sur mon travail, bien sûr, mais c'est pas un quand je suis chez moi, c'est pas un sujet Oui. récurrent, et même les réseaux de manière plus générale, heu en fait, quand je suis en privé, je consomme très peu des réseaux parce que je suis toute la journée dessus. Comme je disais, ma famille ou mes amis n'ont pas non plus les plus gros attraits pour les réseaux sociaux, et donc Oui. ça permet aussi de D'équilibrer. dissocier. Oui, de te ressourcer avec tes amis, ta Ouais, famille qui sont c'est loin de ça. tout ça, de ce monde-là. Hem, est-ce que tu te fais coacher? Tu as un mentor Non. pour la création d'entreprise, pour voilà, pour justement mettre tous ces tu sais, Ouais, ces process en place? Parce que c'est ouais, très c'est clair, tu ça. as un weekly meeting, tu as des questions urgentes, il Ouais, y a quand même quelque chose qui est très, ouais, qui roule, quoi. ouais, tout à fait. J'ai pas un mentor à proprement parler. Par contre, je suis très vocale, donc j'ai aucun souci à exprimer mes soucis, ce que je Oui. traverse, et cetera, et donc je crois que quand j'ai des difficultés, je vais en discuter, par exemple avec Claire, Oui. qui elle aussi a sa société, ou avec d'autres amis qui peuvent être en société, qui peuvent m'aider, et beaucoup avec mon papa aussi, qui a Mmh. une grande carrière en entreprise, qui est aussi maintenant indépendant, et donc qui va aussi me permettre en tout cas pour tout ce qui est plus procédurier, et cetera, qui va pouvoir aussi me guider, me dire: «Mais en fait, dans une entreprise, ça fonctionne comme ça», et puis j'ai aussi travaillé en entreprise, même si c'était que 2 ans. Je trouve que ça «change tout» entre Mmh mh. guillemets, Mmh. parce que Je on suis a bien vu des d'accord. process, on a vu des frameworks, et donc c'est plus facile aussi de se dire: «Ben, ça a fonctionné, ça a pas», et même avant, j'ai quand même eu des stages, j'ai Oui. eu des jobs d'étudiants, et cetera. Donc ça permet de prendre le meilleur de ce qu'on a vu, ou en tout cas de ce qui fonctionne pour nous, de l'appliquer, et de se structurer, que je crois que si j'avais pas eu ces expériences, j'aurais été beaucoup plus,
j'aurais dû peut-être plus me faire épauler. Et puis après, évidemment, pour les questions RH, on a un secrétariat social, parfois des freelances, etc. Évidemment, je crois que quand on n'est pas expert dans le domaine, il faut se faire aider. Mais les études de gestion, mine de rien, comme c'est hyper varié, je savais ce que c'était un bilan comptable, les points auxquels regarder, je sais lire un texte de loi, je sais comment regarder un contrat, etc. Donc je crois que ça a quand même toutes ces petites choses mises bout à bout où en fait que, en tout cas quand j'avais besoin d'aide, je savais vers quoi ou vers où me rediriger et comment faire. Et le fait de faire petit à petit aussi, je crois que j'ai d'abord été, j'ai même été d'abord, je crois, indépendante, j'ai dit quoi? Indépendante complémentaire, personne physique, et puis encore plus. franchisée, je sais pas quand j'étais, puis en société, puis j'ai eu un employé, puis 2 employés. Et puis on a pris des bureaux, mais tout n'est pas arrivé non plus du jour au lendemain. Et je crois que c'est parfois un peu ce qui paraît impressionnant pour une personne, mais en fait, quand ça a commencé, moi, on parlait de me mettre en indépendant, facturer une personne qui, en fait, était quelqu'un que je connaissais. C'était très simple. Si on m'avait dit, dans 5 ans, tu dois atteindre cet objectif qui est ce que je fais maintenant, ça m'aurait... Une montagne, quoi. Oui, c'est ça. Il faut toujours se dire qu'il faut faire step by step et garder entre guillemets un objectif en tête, mais pas se dire du jour au lendemain je veux atteindre ça. C'est pas possible, je pense. Quelles sont, toi, tes habitudes en termes de bien-être, d'alimentation, de sommeil? Tu sais, c'est cette partie-là que j'adore. Moi, ça m'intéresse beaucoup creuser sur mes invités. Je commence seulement à retrouver un peu des habitudes. Il faut dire que tu viens d'accoucher. C'est ça. Donc le sommeil, c'est un peu cata, mais sinon, en temps normal, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Donc là, je commence à pouvoir redormir, mais donc c'était vraiment le plus compliqué. Là, pendant les 5 mois, c'était le manque de sommeil, j'en souffrais vraiment. Sommeil hyper important. Je dirais que je dois dormir franchement 8 heures facile pour être en forme, mais aussi le cerveau frais. C'est ça, je sens que comme je dis, je suis touche à tout, j'ai le cerveau qui va à 1000 à l'heure, et donc quand je suis pas reposée, je sens que je suis lente, que j'oublie, etc. Et donc ça, c'est une sensation que j'aime pas trop, donc c'est hyper important pour moi le sommeil. Tu te couches tôt? En ce moment, franchement oui, du coup. Mais sinon, avant, je dirais 23 heures max. Ah oui, et tu te lèves à 7-8 heures. Ok. Mais maintenant, comme j'ai un peu un sommeil décalé, ça m'arrive 21h30, 22h, mais franchement, c'est juste essentiel que je dorme. Moi, je me couche à 20h30. Ah voilà. Non, mais moi, le soleil, c'est aussi bien. Je me lève plus tôt, mais c'est vrai que c'est ça. je me couche tôt. Ok. Alimentation, ton rapport à l'alimentation, à la diète? Et pour revenir au sommeil, juste, du coup, j'essaye de pas d'écran avant de dormir. On discute avec mon mari. Franchement, super. Je conseille à tout le monde. Non, mais lire, etc. Mais je vais pas. J'essaie de pas avoir d'écran pour vraiment avoir un sommeil réparateur. Pareil. Alimentation. Je dirais que c'est un bon travail. Je suis hyper gourmande, donc j'adore manger, mais je me qualifierais pas comme quelqu'un ayant l'alimentation la plus saine du monde. J'aime bien manger des bons produits, etc. Mais je mange un peu de tout, probablement en trop grande quantité. Tu cuisines? Oui. Je cuisine. J'aime bien cuisiner, mais quand il y a d'autres personnes. Enfin, pour ma famille, pas pour solo, mes amis, etc. Mais quand je suis seule, je suis un peu team. je vais prendre un wrap dans le frigo, voilà. Donc ça, j'aime bien cuisiner, mais je préfère quand même manger que cuisiner, soyons honnêtes. Et donc voilà, j'ai pas, à part le fait que, comme on disait au tout début, je petit déjeune pas spécialement, enfin pas toujours. Mais... Amélie dit ça parce qu'en fait, je pose toujours une question pour régler le son, c'est qu'est-ce que tu manges le matin? Et je pose à toutes mes invitées, à tous mes invités, et je pense d'ailleurs qu'un jour je ferai un melting pot de toutes les réponses. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Ça va être pas mal. Amélie m'avouait qu'elle mangeait rarement le matin, et je me demandais si c'était par choix, mais non, c'est parce qu'elle n'a pas faim. J'ai pas spécialement faim et un peu la flemme, comme on disait. Je préfère dormir que manger le matin.
Donc ça, c'est pour l'alimentation et le sport, j'essaie quand même d'avoir une pratique je suis pas sportive de haut niveau, mais d'avoir une pratique sportive, régulière. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ça dépend un peu, je à nouveau un peu touche à tout, hein. Mmh. J'aime beaucoup le yoga, pilates, ça m'arrive, de courir, j'ai eu une période très paddle et cetera. Peu importe le sport, en fait, c'est juste, l'idée de je marche beaucoup, j'essaie de marcher, tous les jours. Tu fais tes calls en marchant? Des calls en marchant, non, pas spécialement parce que quand C'est ça plutôt en pourrait être une visio? bonne idée. Bah oui, mais j'y pensais parce que moi, c'est vrai que Ouais. j'ai plein de calls pour le moment et je me dis chaque fois, est-ce que mais j'ose pas parce que je leur dis: «Ça va être bizarre pour les gens qui sont qui attendent de me voir en visio et je suis en train de Mmh. marcher». Ah Mais il non, faudrait ça que j'en parle en amont je me dis avec pas que eux, tu vois? c'est je Parce que pense moi, pas je que marche beaucoup c'est aussi spécial. et Non, j'ai donc jamais tu pensé. t'octroies 1 heure dans la journée pour aller marcher? Tu arrives à Souvent après décrocher? la journée de travail, OK, ouais, je vais marcher, OK, 30-40 minutes. bien. Si j ou alors, je fais un Oui, cours une de sport séance, ou oui. une séance. Ouais, je trouve que ça permet, de déconnecter, Oui, c'est essentiel. de un, de 2, là, je vais soit, marcher avec, mon petit garçon, et il Mmh. faut aussi aérer, les bébés, Oui, tout à fait, 100%. ou avec mon mari, et du coup, ça permet de discuter de plein de Oui. choses et cetera. Donc c'est vrai que ça, on le fait, et on habite, juste à côté d'un énorme parc à Bruxelles, donc c'est parfait. Donc ça, on y va souvent, ou un cours, et je trouve que ça permet de aussi la marche, couper la journée. S'il y a des trucs qui sont restés, sur ma tête de la journée, en marchant, j'y pense, ou je lâche tout, sur mon mari, et puis après quand la marche est finie, Ça va mieux. oui, c'est ça, ça va mieux, on pense à autre chose, et c'est sorti de ma tête. Et oui, je crois que de manière générale, l'activité physique, ça permet quand même de s'aérer Oui, l'esprit, c'est des bonnes de hormones, l'endorphine, oui, tout c'est ça, ça, c'est extrêmement important, hein, de et puis de rester quand même en forme aussi, de pas se laisser aller, totalement. Hem, c'est quand même, important, et je trouve qu'on se sent mieux, oui, heu, génial. même pas, par rapport au fait de maigrir ou Non, quoi, non, rien non, à bien voir, sûr, bien mais sûr. c'est comme tu dis, on a des Tu dors meilleures mieux, énergies, on dort mieux, c'est un cercle heu, vertueux, hein. donc Ouais. j'essaye de m'y tenir avec des périodes, plus successful que d'autres. Tu es, exigeante avec toi-même? Quand même, je dirais. Heu, j'ai je vais pas dire que j'ai une personnalité obsessionnelle, mais quand je suis à fond dans un truc, Ouais. j'y suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'aime que les choses soient faites, dans les détails. Ce qui est, je crois, un atout pour le travail dans lequel, je suis. Ce qui me permet de laisser, de passer à côté de rien, et comme on disait, je lâche pas parce que, j'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses. Hem, mais mais parfois je crois qu'en fait on et du coup quand c'est pas fait, Oui. de manière complète, je m'en veux, ou oui, je vais parfois être un peu dure avec moi-même, mais je pense que c'est quelque chose que je dois apprendre aussi, que parfois c'est on peut un peu lâcher prise, c'est pas très grave, et je crois que là aussi depuis que je suis devenue maman, c'est quand même aussi un truc sur lequel, j'apprends, parce que c'est dans le privé et dans le pro ça, enfin, j'apprends aussi un peu à lâcher et à me dire: «Bah, de toute façon je pourrais pas tout contrôler», donc Mmh. il faut il faut être, aussi un peu gentil avec soi-même, et pas tout le temps être, dans la Oui, critique. indulgent. Je rebondis dessus parce que tu l'évoques. Ta maternité, c'était une évidence pour toi? Et qu'est-ce que ça a changé? Je dirais pas que c'était une une évidence. J'ai toujours été très famille. Comme on disait, Oui, grande on est dans une, famille nombreuse, oui, c'est ça, on est très dans une soudée. famille de nombreuses, hyper soudée. Ma famille, c'est hyper important pour moi, mais même, au-delà de ça, j'ai, énormément de cousins-cousines. Enfin, vraiment, on est une très grande famille. Donc et j'ai adoré, enfin, être dans une, famille nombreuse, parce qu'il y a des personnes à qui ça, convient moins. Mais jusqu'à très tard, je savais pas trop si j'avais envie d'enfant ou pas. Je crois que j'avais aussi beaucoup de peur par rapport, à la maternité, qui était pas spécialement verbalisée, et cetera.
Et donc pendant longtemps, je savais pas trop. Oui, j'avais peut-être envie d'une famille, mais en même temps, quand je pensais à m'occuper d'un enfant, je me disais: «Mais non», enfin, je sais pas. Et donc je crois que au fur et à mesure des années, et puis aussi voir d'autres amis devenir mères, et cetera, la question s'est beaucoup plus posée. Et quand j'ai pu être aussi plus posée dans mon travail, alors là, ça s'est vraiment, plus, mis Affirmé, oui, c'est ça. en avant comme une évidence. Mais je me souviens même au début qu'on avait la réflexion, une fois c'était oui, une fois c'était non. Et j'ai fait une première fausse couche, et quand j'ai fait cette première fausse couche, là, je me suis dit: «En fait, non, vraiment oui». C'est plus à ce moment-là que j'ai vraiment eu Ouais, le déclic. l'énorme déclic, et me dire: «Mais en fait, je suis quand même, vraiment triste que ça ait pas fonctionné, et en fait, je crois que j'ai quand même vraiment envie d'un enfant». Et donc une fois que j'ai eu ce déclic, oui, là, j'étais convaincue. Ça devenait tout d'un coup beaucoup plus une évidence. Hem, j'ai adoré ma grossesse. Ah, Franchement, bien. j'ai eu une belle grossesse, Dingue. donc j'ai eu de la chance aussi. J'ai pu rester active jusqu'au bout, j'ai Ouais. pu travailler jusqu'au bout, donc Ah, ça, c'était bravo. vraiment Chouette. vraiment gai. Heu, accouchement, pareil, je crois que j'avais aussi beaucoup de peur de base autour de l'accouchement, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai même, j'avoue, aimé. Ouais, moi j'ai Enfin, adoré. Moi, c'est le plus beau jour de ma vie, l'accouchement voilà, de ma fille. Moi, j'ai franchement, adoré. j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, et cetera. Après, l'accouchement, j'ai eu plus une période de down, mais je pense que ça, revient à ce qu'on disait, où je suis un peu perfectionniste, et cetera. Je me disais: «Mais en fait, enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais pas t'occuper d'un enfant, enfin, tu connais rien». C'est faux. On connaît pas rien, mais bon, dans le moment, l'instant T, les hormones, tous les changements, et cetera. Et c'est quand même, un gros changement de vie. Enfin, je sais, on se le dit avant, mais avant de le vivre, je crois que c'est totalement, différent. Où j'ai eu aussi un gros moment de doute et d'énormes questionnements, de me dire: «Mais en fait, j'ai mon entreprise, je tiens aussi à ma vie familiale, ma vie sociale, j'ai ce bébé qui me demande quand même beaucoup de temps. Comment est-ce que, tout ça va être organisé, et comment je vais retrouver cet nouvel équilibre?» Et donc j'ai eu une période de franchement 2 semaines un peu, confuse, on va dire, et un peu dure. Et puis une fois que, hem, à nouveau, je crois que j'ai beaucoup verbalisé avec, qui voulait l'entendre, franchement, mais je crois que ça m'a fait beaucoup de bien, parce Oui, que, c'est sorti. déjà, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment seule, dans cette situation, enfin, qu'il y avait plein de gens qui vivaient cette situation. Et puis aussi que ça allait aller. En effet, après 2 semaines, les nouvelles routines se mettent en place, et maintenant c'est franchement, que du bonheur. C'est vraiment génial, et en fait, il y a du temps pour tout dans la vie, donc c'est super. Team matcha ou team café? Café. J'ai Ah. horreur du matcha. Ah, J'ai mais essayé sous toutes les formes. On m'a dit: Je te promets, si tu essaies comme ça, tu vas aimer». J'arrive pas, je comprends pas. un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Mmh, je dirais de plus se faire confiance. Je crois que, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où, depuis le départ, j'avais un peu le sentiment que ça n'allait pas aller, ou que c'était pas la bonne chose, et cetera, et que chaque fois que j'étais dans cette situation-là, ça s'est pas forcément «bien terminé» entre guillemets, enfin que ça n'a pas eu, l'outcome que j'espérais. Et donc de peut-être plus se faire confiance, mais à ce moment-là, j'en étais pas certaine, parce que j'avais pas l'impression d'être légitime, ou de peut-être que je me trompais, parce qu'il y avait des personnes qui avaient plus d'expérience que moi, et que c'est moi qui avais peut-être pas la bonne vision. Mais donc plus se faire confiance, et plus faire confiance à son instinct, parce qu'au final, personne ne connaît mieux, ton entreprise et ton travail que toi-même, donc Et ta vision, tu vois? voilà, Ce que tu peux exactement. projeter aussi sur du long terme. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs à Storage? Que ça continue comme, Comment c'est tu vois ça parti. dans les prochaines années? On aimerait, continuer à vraiment développer le pôle, c'est vrai qu'on en a moins parlé aujourd'hui, mais Oui.
de développer des campagnes d'influence pour les marques. Ça, c'est un peu qu'on aimerait continuer à développer, continuer le talent management et grandir notre pool de créateurs de contenu. Mais je crois aussi que dans les prochaines années, on a comme volonté avec Storage de se positionner vraiment comme acteur du secteur de l'influence en Belgique. Je veux dire par là que pour le moment, on accompagne certes les talents qui sont dans notre agence, mais on aimerait bien être vraiment aussi un élément fédérateur pour les créateurs de contenu de manière plus globale en Belgique, pouvoir proposer des événements, des conférences pour pouvoir essayer d'accompagner les créateurs de contenu de manière globale, même s'ils sont pas en agence, parce que je crois que ce serait bénéfique déjà que une communauté se crée, parce que je trouve que pour le moment c'est les talents se connaissent, mais il y a encore beaucoup de petits talents qui sont seuls, qui savent pas comment avancer, etc. Et je crois que ce serait vraiment chouette d'avoir quelque chose de plus structuré autour du milieu de l'influence en Belgique. Et je crois que ça permettrait aussi de professionnaliser et de faire avancer le secteur de manière plus globale. Donc ça, je dirais que c'est le challenge qu'on est en train de se mettre là pour les prochaines années. On aimerait commencer ici cette année avec des premiers événements. Donc chouette. Trop bien. 2 dernières questions. J'aimerais savoir l'application dont tu peux pas te passer. Déjà, avec quoi vous travaillez? Notion? Notion? Non, on travaille pas avec Notion. On travaille avec Google Drive. OK. Et WhatsApp. OK. Beaucoup. Donc, on échange avec les créateurs de contenu au quotidien, plus via WhatsApp. Puis après, on utilise l'écosystème Google pour tout ce qui est mail. Donc, chaque créateur de contenu a une adresse mail qui lui est dédiée, auquel il peut avoir accès. Comme ça, c'est 100% transparent. Et il y a un drive où on va stocker les contenus, les stats, les contrats. Donc voilà, ça c'est ce qu'on utilise. Et puis après avec un agenda classique, mais on n'utilise pas de Notion. Après on est aussi, pour le moment il n'y en a pas vraiment besoin vu qu'on est une toute petite équipe, mais je crois qu'en effet si l'équipe venait à grandir, oui, alors là on devrait mettre en place peut-être des gestionnaires de tâches ou des choses comme ça, ou des ERP. Et l'application dont je peux pas me passer, allez, je vais dire WhatsApp. OK. Je dirais que c'est, et pour le privé et pour le pro, c'est une application qu'on utilise beaucoup au quotidien. Dernière question. Qui appelles-tu quand tu as besoin d'un conseil? On l'a un peu abordé précédemment, mais je vais généralement, ça dépend un peu du domaine, mais appeler j'ai plusieurs amis qui sont dans le milieu entrepreneurial, donc des amis en fonction du sujet pour poser mes éventuelles questions, ou mon papa, ouais, c'est ça, qui a toujours de bons conseils, mais qui sait aussi me faire redescendre un peu en pression. Oui. Quand ça monte. quand parfois ça part un peu dans tous les sens. Donc je dirais que en tout cas j'essaie de demander conseil à des personnes qui me connaissent aussi et qui auront parfois une vision plus globale de ce que je traverse entre guillemets, que peut-être un freelance qui est certes hyper expert dans son domaine, mais qui va pas avoir la vision globale. Écoute, merci beaucoup Amélie. Merci à toi. Merci. J'espère que j'ai été complète et que je suis pas partie dans tous les sens. Franchement, on aurait pu parler encore 3 heures, mais je dois me limiter malheureusement. Mais merci beaucoup, c'était vraiment merci hyper à toi, intéressant. merci de m'avoir reçue.